Le fils de ma sœur a jeté mon gâteau par terre et a dit, mange-le sur le sol. Toute la famille a ri. Le soir, maman a texté, nous coupons tout contact. Reste loin pour toujours. Ma sœur a aimé ça. J'ai répondu, je retire mon nom de tous les prêts demain. À minuit, leur téléphone a explosé. 100 appels manqués. Le fils de ma sœur a jeté mon gâteau de master par terre. Il a regardé le glaçage et les fraises écrasées sur les dalles froides du patio, puis il a levé les yeux vers moi, un sourire cruel aux lèvres. Mange-le sur le sol, Tati Aurore. Un silence. Une seconde de silence pur, assourdissant. Et puis, l'explosion. Les rires. Toute la table, toute ma famille, a éclaté de rire. Ma sœur, Solange, sa mère, a souri dans son verre de vin. Mais c'est ma mère, Edith, qui a ri le plus fort. Un son aigu, perçant, un son que je n'avais jamais entendu auparavant. Un son qui m'a transpercé plus profondément que n'importe quel couteau. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je suis restée là, immobile. Le vent de Brest, venu de la mer toute proche, me semblait soudain glacial. Mon père, Gérard, n'a rien dit. Il n'a même pas regardé. Il a simplement détourné la tête pour fixer l'horizon, là où le ciel gris de Bretagne rencontrait l'océan. Son silence était une habitude. Une complicité passive qui durait depuis 28 ans. J'ai regardé le désastre à mes pieds. Le gâteau, un fraisier que j'avais commandé chez le meilleur pâtissier de la ville pour fêter ça. Pour nous fêter ça. L'inscription, félicitations, Maître Aurore, était maintenant une bouillie rose et illisible. Mange-le sur le sol. Les rires redoublaient. Bastien, mon neveu de 10 ans, paradait, fier de son effet. Il cherchait l'approbation de sa mère, et elle la lui donnait, ses yeux brillants d'une joie mauvaise. Je n'ai rien dit. J'ai lentement posé le couteau à gâteau sur la table de jardin en plastique blanc. J'ai regardé ma mère, Edith, qui essuyait une larme de rire au coin de son œil. Nos regards se sont croisés. Son rire s'est arrêté, mais son sourire est resté. Un sourire de triomphe. Oh, ça va, Aurore, a-t-elle lancé, d'une voix soudain lasse, comme si je gâchais l'ambiance. N'en fais pas tout un plat. C'est juste un gâteau. C'est un enfant. C'est un enfant. Ces mots magiques qui excusaient tout. J'ai fait demi-tour. Lentement. J'ai dépassé la table derrière. J'ai dépassé mon père et son silence complice. J'ai marché sur les dalles, mes chaussures évitant de justesse les débris de mon succès. J'ai ouvert le portillon en bois. Tu vas où, encore, a crié ma mère, sa voix pleine d'agacement, pas d'inquiétude. Ne fais pas ta scène, Aurore. On a encore des invités. Leurs rires m'ont suivi comme une volée de mouettes affamées, criardes et impitoyables, jusqu'à ma voiture garée dans la rue. J'ai mis le contact. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas essuyé la minuscule éclaboussure de crème sur ma joue. Ce n'était pas de la tristesse que je ressentais. C'était un clic. Le son d'une serrure qui se brise. Ce n'était pas un gâteau sur le sol. C'était ma vie. C'était toutes les années d'efforts, de sacrifices, d'espoir fou qu'il m'aime, qu'il soit fier de moi. Tout cela venait d'être jeté à terre et piétiné. En quittant l'allée, j'ai vu ma mère lever son verre dans ma direction, un dernier toast moqueur. Je ne quittais pas seulement une fête. Je quittais ma vie d'avant. Ce trajet. Ce long trajet de Brest à Lyon. Presque 10 heures de route, seul avec le bruit du moteur. Mais avant de vous raconter ce qui s'est passé sur cette autoroute, ce qui a germé dans mon esprit pendant ces 10 heures de nuit, j'aimerais prendre une seconde. Si vous m'écoutez en ce moment, et si vous vous êtes déjà senti seul, incompris, ou même méprisé au milieu de votre propre famille, appuyez sur le bouton « J'aime ». Dites-moi dans les commentaires de quelle ville, de quel pays vous m'écoutez. Quelle heure est-il chez vous en ce moment? Parfois, savoir qu'on n'est pas seul, même à travers un écran, ça change tout. Nous sommes ici pour nous écouter. Cette journée n'avait pas commencé avec le gâteau. L'humiliation est un plat qui se prépare longtemps à l'avance. J'étais arrivée la veille de Lyon, fière de mon diplôme.
J'avais pris une semaine de congé de mon travail de coordinatrice logistique, un poste exigeant que j'avais décroché à force de travail. J'étais revenue à Brest pour eux. Dès mon arrivée, l'ambiance était électrique. Ma mère, Edith, n'arrêtait pas de lancer des piques. Alors, disait-elle en préparant les amuse-gueules, ça te plaît de brasser du papier toute la journée à Lyon? Moi, au moins, quand j'étais coiffeuse, je créais quelque chose. Je parlais à de vrais gens. Elle oubliait de dire que j'avais payé ses dettes de salon de coiffure pendant 2 ans. Et puis il y avait Solange. Ma sœur aînée, de 4 ans mon aînée. Coincée à Brest, avec un travail à mi-temps à la mairie et un fils qu'elle élevait seule après un divorce houleux. Elle me détestait. Elle détestait mon travail, elle détestait ma liberté, elle détestait que je sois partie. 2 heures avant le drame du gâteau, j'aidais à mettre les verres sur la table. Je portais une robe en soie bleue, simple mais élégante, la seule belle chose que j'avais apportée. Solange est passée à côté de moi, un verre de vin rouge à la main. Oups, a-t-elle fait, en trébuchant maladroitement. Le vin rouge a giclé sur tout le devant de ma robe. Une tache énorme, foncée, hideuse. Oh, ma main a glissé, a-t-elle dit, sans la moindre trace de regret. Puis elle s'est penchée vers moi et a murmuré, de toute façon, personne ne porte de soie comme ça à Brest. C'est beaucoup trop. Lyonnais. Ça fait prétentieux. Ma mère a vu la scène. Elle a soupiré. Aurore, tu sais bien que Solange est maladroite. Va te changer. Mets un vieux t-shirt de ton père, qu'on n'en parle plus. J'ai dû enfiler un vieux t-shirt de marin élimé de mon père, trop grand, qui sentait le placard. J'étais ridicule. Eux, ils étaient en tenue de fête. J'étais l'invitée d'honneur, et j'étais déguisée en serpillière. Je me suis sentie petite. Laide. Malvenue. Elle avait préparé le terrain. Le grand final, l'humiliation publique devant le gâteau, était sur le point de commencer. L'incident du vin m'avait mise sur la défensive. Je me faisais la plus petite possible, aidant au barbecue, servant les boissons, essayant d'éviter les regards. Je voulais juste que cette journée se termine. Et puis vint le moment du dessert. Mon dessert. J'ai apporté le fraisier sur la table. Il y a eu un petit silence. Il était magnifique. C'est maman qui l'a payé, a demandé Bastien, mon neveu. Non, chérie, j'ai répondu avec un sourire que je voulais chaleureux. C'est moi. C'est pour fêter mon diplôme. Tu veux la première part? Il m'a regardé avec méfiance. Son regard a glissé vers sa mère, Solange. Je l'ai vue. Je l'ai vue très clairement. Solange a eu un minuscule hochement de tête. Une permission. Un encouragement. Le visage de Bastien a changé. Le gamin de 10 ans a disparu, remplacé par un petit tyran. Non, a-t-il dit, sa voix montant d'un cran pour que tout le monde entende. Les diplômes, c'est pour les vantards. J'ai figé. Le couteau à gâteau dans ma main. Bastien, ça ne se dit pas. Si, a-t-il insisté. Mamie Edith dit que tu te crois plus maligne que nous tous parce que tu vis à Lyon et que tu gagnes plein d'argent. Le silence qui est tombé sur la table était lourd, poisseux. J'ai cherché le regard de ma mère. Elle faisait semblant de chercher quelque chose dans son sac. Mon père, lui, était déjà parti dans son monde, fixant la mer. Solange, ai-je demandé, ma voix tremblant à peine. Tu laisses ton fils me parler comme ça? Solange a pris une lente gorgée de son verre de rosé. Elle a reposé le verre en faisant un petit clic sur la table. Quoi? Il dit juste la vérité. C'est ce que tout le monde pense, non? Tu viens ici avec ta belle robe. Elle a fait un geste vers mon t-shirt ridicule, enfin, avec tes grands airs. Tu nous regardes de haut. Je ne vous regarde pas de haut. Je suis venue partager ça avec vous. Partager, a-t-elle ricané. Tu veux dire te vanter. C'est à ce moment-là que ma mère a choisi d'intervenir. Pas pour me défendre. Mais pour donner le coup de grâce. Elle a ri. Un petit rire, puis un grand rire. Oh, il a du caractère, ce petit. Il ne se laisse pas faire.
Ce rire fut un signal. La permission était donnée. La meute pouvait attaquer. Bastien, galvanisé par l'approbation de sa mère et de sa grand-mère, s'est levé. Ses yeux brillaient. Il était le centre de l'attention. « Tu te crois meilleur que maman » a-t-il crié. Et puis, il a posé ses deux petites mains sur le bord de la table pliante où était posé le gâteau. Et il a poussé. De toutes ses forces. La table a basculé. Le gâteau a glissé. J'ai eu un mouvement de recul, mais c'était trop tard. Le fraisier s'est écrasé sur les dalles dans un bruit sourd et humide. Splat. Le silence est revenu. Une seconde. Et puis, la phrase. La phrase qui allait sceller mon destin, et le leur. Mange-le sur le sol, Tati Aurore. Et les rires ont explosé. J'ai conduit. Pendant la première heure, je n'ai rien ressenti. Juste le bruit des pneus sur l'asphalte, quittant Brest. J'ai roulé, dépassé Rennes, le pilote automatique enclenché dans mon cerveau. Et puis, quelque part sur l'autoroute près de Laval, les larmes sont venues. Je n'ai pas pleuré à cause du gâteau. Je n'ai pas pleuré à cause des rires. J'ai pleuré parce que j'ai réalisé que c'était fini. La petite fille en moi, celle qui attendait désespérément un « je suis fière de toi, ma fille » de la part de ma mère, venait de mourir, seule, sur une aire d'autoroute. J'ai pleuré pendant 1 heure. Des larmes chaudes, silencieuses, qui brûlaient ma peau. 10 heures de route. De Brest à Lyon, ça vous laisse le temps de penser. Ça vous laisse le temps de déconstruire une vie entière. Je me suis souvenu de toutes les fois où j'avais été la fiable. La sérieuse. Aurore, celle qui réussit à l'école. Aurore, celle qui ne fait pas de vagues. Aurore, celle qui paiera. Solange, c'était l'inverse. La passionnée, la spontanée. Celle qui tombait enceinte à 20 ans, qui épousait le mauvais type, qui faisait des dettes. Et c'était elle qu'ils aidaient. C'était elle qu'ils plaignaient. C'était elle qu'ils aimaient. Mes succès n'étaient pas des célébrations pour eux. C'étaient des insultes. Mon master en logistique? Une insulte à Solange, qui n'avait que son bac. Mon appartement à Lyon? Une insulte à ma mère, coincée dans sa petite maison de Brest. Mon indépendance financière? Une insulte à mon père, qui avait toujours vécu de peu. J'ai repensé à mon père. Gérard. Son silence. Je me suis souvenu d'une fois, j'avais peut-être 7 ans, il m'avait emmené pêcher à l'aube, juste nous deux. Il m'avait appris à faire un nœud de pêcheur. Il avait été si patient. Il avait souri quand j'avais attrapé une petite vieille. Où était passé cet homme? La douleur de la trahison était décuplée par ces rares souvenirs de tendresse. Ce n'est pas leur cruauté constante qui me faisait mal. C'étaient les éclats de gentillesse passée, qui m'avaient fait croire que l'amour était possible. C'étaient ces souvenirs qui m'avaient enchaîné à eux. Vers 3 heures du matin, quelque part vers Tours, j'ai failli faire demi-tour. La culpabilité m'a frappé. C'est ta famille. Ce n'est qu'un gâteau. Solange est malheureuse. Maman est maladroite. Je suis sûre que certains d'entre vous ont connu ce sentiment. Cette petite voix qui vous dit de tout excuser, de tout supporter, au nom de la famille. Ce moment où vous réalisez que vous donnez tout, pour ne recevoir que du mépris. Si vous étiez à ma place, sur cette autoroute sombre, qu'auriez-vous fait? Vous seriez retourné en rampant pour vous excuser, de vous être fait humilier? Dites-le moi honnêtement dans les commentaires. Mais je n'ai pas fait demi-tour. Parce qu'à 4 heures du matin, la colère est arrivée. Une colère froide, claire, et incroyablement puissante. Ce n'était pas le gâteau. C'était l'argent. Mon cerveau de logisticienne s'est mis en marche. J'ai commencé à faire des calculs. Des calculs très précis. À l'aube, alors que je passais les péages autour de Lyon, ma tristesse s'était évaporée. Elle avait laissé place à une résolution de granit. Je n'allais pas seulement couper les ponts. J'allais les brûler. Mais je ne savais pas qu'en arrivant, ils m'auraient déjà devancé. Je suis arrivée à mon appartement de la Croix-Rousse à 6 heures du matin. L'air était frais. Lyon se réveillait à peine.
mon petit studio m'a accueilli dans un silence bienveillant. Ici, personne ne riait de moi. Ici, j'étais en sécurité. J'ai posé mes clés. J'ai bu un grand verre d'eau. Et puis, j'ai rallumé mon téléphone, que j'avais mis en mode avion pendant tout le trajet. Il a vibré si fort qu'il a failli tomber de la table. Une avalanche de notifications. 15 appels manqués. 22 messages. Je n'ai pas lu les messages individuels. Je suis allé directement sur le groupe de discussion « Famille ». Le dernier message datait de minuit. Il était de ma mère, Edith. Suite à la scène scandaleuse d'Aurore aujourd'hui, et à son départ capricieux, nous avons pris une décision familiale. Nous avons choisi de couper tout contact avec elle. Aurore, tu n'es plus la bienvenue. Reste loin pour toujours. Mon estomac s'est noué. Il m'avait banni. Il m'avait renié. Et puis, j'ai vu le pire. Juste en dessous du message de ma mère, il y avait une petite icône. Un cœur. Rouge. Solange avait aimé le message. Ce petit cœur rouge, il m'a fait plus mal que le gâteau écrasé au sol. C'était la célébration de ma chute. La confirmation de ma mise à mort sociale. Je m'attendais à m'effondrer. À pleurer de nouveau. Mais rien. Je n'ai rien ressenti. À la place, une vague de soulagement. Un soulagement froid, presque clinique. Ils l'avaient écrit. Eux-mêmes. Couper tout contact. Ils venaient, sans le savoir, de me donner l'autorisation légale et morale dont j'avais besoin. Je me suis assise à mon bureau. J'ai allumé mon ordinateur portable. L'écran m'a accueilli avec mon fond d'écran habituel, une vue paisible de Fourvière. J'ai ouvert mon fichier Excel. Mon budget. Je suis très organisée. C'est mon métier. Et sur ce fichier, il y avait 2 lignes de dépenses que je voyais chaque mois depuis des années. Ligne 1, soutien prêt immobilier papa-maman, 350 €. Ligne 2, remboursement SUV Solange, 450 €. Total, 800 € par mois. Il y a 3 ans, mes parents allaient perdre la maison. Juste un petit coup de pouce, Aurore, avait pleuré ma mère. Juste ta signature pour rassurer la banque. Tu es la seule qui soit stable. Je venais de signer mon CDI. J'ai signé. Et depuis 36 mois, je payais 350 €. Il y a 2 ans, Solange avait besoin d'une voiture, pour Bastien. Elle a choisi une Peugeot 3008 haut de gamme. Sa demande de crédit a été refusée. Fais-le pour ton neveu, Aurore, avait insisté mon père. J'ai signé. Et depuis 24 mois, je payais 450 €. J'ai ouvert la calculatrice. 350 € x 36 mois, égale 12 600 €. 450 € x 24 mois, égale 10 800 €. Total, 23 400 €. 23 400 €. J'ai payé près de 24 000 € pour des gens qui riaient pendant que mon gâteau de réussite était étalé sur le sol. J'ai payé la voiture de la femme qui mettait un cœur rouge sur mon bannissement. Le soulagement s'est transformé en une colère glaciale. Je savais exactement quoi faire. Mes doigts ne tremblaient pas. C'est ce qui m'a le plus surprise. J'étais calme. D'un calme chirurgical. J'ai ouvert ma messagerie professionnelle. J'ai cliqué sur « Nouveau message ». Dans le champ A, j'ai tapé les 3 adresses e-mail. Celle de ma mère, de mon père et de ma sœur. Dans le champ « Objet », j'ai écrit « Cessation de mes engagements financiers suite à votre décision ». Le corps de l'email était court. Concis. Dépourvu de toute émotion. Chère Edith, Gérard et Solange. J'ai bien reçu votre message de minuit, m'informant de votre décision unanime de couper tout contact et de me bannir de la famille pour toujours. Je prends acte de votre décision. En conséquence, et pour me conformer pleinement à votre souhait de ne plus avoir de lien avec moi, je vous informe que j'entamerai dès demain, à la première heure, les démarches légales et bancaires pour retirer mon nom de tous les engagements financiers communs. Cela inclut, sans illimité, le prêt immobilier de la maison de Brest, pour lequel je me suis portée garante.
Le prêt automobile pour le véhicule Peugeot 3008 de Solange, pour lequel je suis co-emprunteuse. Je considère que votre message met fin à toute obligation morale ou familiale de ma part. Je vous prie de contacter vos organismes de crédit respectifs pour discuter des nouvelles modalités de remboursement qui en découleront. Cordialement, Aurore. J'ai relu le message. Une fois. 2 fois. Pas un mot de colère. Pas un mot sur le gâteau. Pas un mot sur le cœur rouge. Juste des faits. Une conséquence logique. Une transaction. Tu me coupes la vie? Je te coupe les vivres. J'ai regardé à nouveau le message de ma mère sur mon téléphone. Reste loin pour toujours. Mon doigt a plané sur le bouton envoyer. J'ai pensé à mon père. À sa gentillesse passée. Et puis j'ai pensé au son du rire de ma mère. J'ai cliqué. Le message est parti. Un petit swoosh électronique qui a résonné dans mon appartement comme un coup de tonnerre. J'ai fermé l'ordinateur portable. Je me suis levée, je suis allée dans ma cuisine et j'ai préparé un café. Le soleil se levait sur Lyon. J'ai bu mon café en regardant la ville s'éveiller. Je me sentais incroyablement légère. Je suis allée me coucher à 7h30 du matin. J'ai dormi 10 heures d'affilée, d'un sommeil sans rêve, profond et réparateur. Mais je savais, en m'endormant, que le silence dans lequel je sombrais était le calme avant la plus grande tempête de ma vie. Ils avaient semé le vent. Ils allaient récolter un ouragan financier. Je me suis réveillée à 17h30. La lumière de fin de journée filtrait à travers mes volets. Mon téléphone était sur ma table de chevet, en mode silencieux. Mais l'écran était allumé. L'écran était une mer de notifications. 34 appels manqués. De maman, papa, Solange. Étage 5 nouveaux messages vocaux. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Ils avaient reçu l'email. J'ai pris une profonde inspiration. Je me suis assise sur le bord de mon lit. J'ai appuyé sur écouter. Message 1. Ma mère. Edith. Je n'ai même pas reconnu sa voix au début. C'était un hurlement. Aurore. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que cet email? Tu n'as pas le droit. Tu as signé. La banque vient d'appeler, ils parlent de revoir le dossier. Tu es en train de nous tuer. Tu es un monstre. Un monstre d'égoïsme. Rappelle-moi. Rappelle-moi immédiatement. Bip. J'ai senti ma gorge se serrer. Pas de tristesse. De la peur. La peur de cette fureur que je connaissais si bien. Message 2. Ma sœur. Solange. Sa voix était basse, sifflante, comme un serpent. Alors c'est ça, ton plan? C'est ta vengeance, hein? Parce que je suis plus jolie que toi? Parce que maman m'a toujours préférée? Tu es tellement jalouse. Tu l'as toujours été. Ils vont prendre ma voiture. Ma 3008. Comment je vais emmener Bastien à l'école, espèce de garce? Comment je vais faire mes courses? Tu crois que c'est drôle? Tu vas me le payer, Aurore. Je te jure que tu vas me le payer. Bip. La bile m'est montée. La jalousie? Elle pensait que c'était à propos de la jalousie? Elle n'avait rien compris. Message 3. Mon père. Gérard. C'était le pire. Sa voix était fatiguée. Calme. Entrecoupée de soupirs. La voix du manipulateur passif. Aurore, c'est papa. Un long silence. Écoute, ma chérie. Ta mère, elle est hors d'elle. Elle a fait une crise, j'ai dû lui donner ses cachets pour l'attention. Et Solange est hystérique. Je crois que tu as commis une grave erreur. Un autre silence. L'histoire du gâteau, c'était stupide. Les enfants sont stupides. Ta mère et ta sœur aussi, parfois. Mais on est une famille, Aurore. Une famille. On ne se fait pas ça. Tu ne peux pas nous mettre à la rue. C'est notre maison. C'est ta maison d'enfance. Sa voix s'est brisée, juste ce qu'il fallait. Fais-le pour moi, Aurore.
Juste pour ton vieux père. Appelle la banque. Dis-leur que c'est un malentendu. Qu'on va s'arranger. S'il te plaît. Ne détruis pas tout. Fais-le pour moi. Bip. Je suis restée assise dans le silence. Le message de mon père m'a fait plus mal que les hurlements de ma mère. Le chantage affectif. La corde sensible. Fais-le pour moi. Pendant toute ma vie, leur cruauté active avait été rendue possible par son silence passif. Et maintenant, sa faiblesse active tentait de me ramener dans le piège. J'ai regardé mon téléphone. J'ai pensé à la maison de mon enfance. Et puis j'ai pensé au rire de ma mère. Au cœur rouge de ma sœur. J'ai effacé les 3 messages. Un par un. La guerre était déclarée. Il était temps de blinder mes défenses et de trouver un allié puissant. Le lendemain matin, je n'ai pas mis ma robe en soie. J'ai mis mon armure. Mon meilleur tailleur pantalon noir, celui que je gardais pour les réunions importantes avec les clients internationaux. Chemisier blanc impeccable, talons bas mais fermes, cheveux tirés en un chignon strict. Je n'étais pas leur fille, ni leur sœur. J'étais Aurore, coordinatrice logistique, et j'allais gérer ce problème comme un dossier de fret en crise. J'avais préparé mon dossier toute la nuit. J'avais imprimé l'email de ma mère, l'email de mon père, l'email de ma sœur. Mes relevés bancaires des 36 derniers mois, en surlignant les prélèvements automatiques de 350 € et 450 €. Et la pièce maîtresse, une capture d'écran nette du message de ma mère sur le groupe familial. Nous avons choisi de couper tout contact. Reste loin pour toujours. À 9 heures précises, j'entrais dans mon agence bancaire à Lyon. J'avais rendez-vous avec le directeur, Monsieur Roche. Un homme d'une 50aine d'années, réputé pour son sérieux et son efficacité. Je me suis assise en face de lui. Je n'ai pas pleuré. J'ai parlé calmement. Monsieur Roche, je suis ici à cause de 2 prêts sur lesquels je me suis portée caution et co-emprunteuse. Je subis une situation d'abus financier et familial, et j'ai besoin de me retirer de ces engagements. Il a froncé les sourcils. Il avait l'air sceptique. Madame, vous comprenez que c'est très compliqué. On ne se retire pas d'un prêt comme on annule un abonnement. Il faut l'accord des emprunteurs principaux, ou qu'ils prouvent qu'ils peuvent assumer les mensualités seuls. Je sais, ai-je dit. Et ils ne seront jamais d'accord. Et ils ne sont pas solvables. C'est pour ça que je suis là. J'ai poussé le dossier vers lui. Voici les preuves que je suis la seule à payer ces mensualités depuis des années. Il a parcouru les relevés, ses sourcils se fronçant davantage. Et voici la correspondance que j'ai eue avec eux hier. J'ai posé la capture d'écran du message de ma mère sur son bureau. Il a chaussé ses lunettes. Il a lu la phrase. Nous avons choisi de couper tout contact. Reste loin pour toujours. Il a relevé les yeux vers moi. Son scepticisme avait disparu. Ils vous ont renié, a-t-il dit. Ce n'était pas une question. Oui, monsieur. Par écrit. Il s'est rencogné dans son fauteuil. Il a tapoté le dossier avec son stylo. C'est une situation inhabituelle. Il a réfléchi. D'un point de vue légal, c'est très intéressant. Ils ne peuvent pas, d'un côté, rompre unilatéralement tout lien familial, et de l'autre, exiger que vous honoriez un engagement financier basé sur ce même lien familial. C'est ce qu'on pourrait appeler une rupture du contrat moral. Il a pris son téléphone. Donnez-moi 1 minute. Il a appelé le service juridique de la banque. Il leur a exposé le cas, en termes techniques. Caution, co-emprunteur, rupture de lien familial documenté, abus financier avéré. Il a raccroché. J'ai une piste, a-t-il dit. Nous n'allons pas demander leur permission. Nous allons ouvrir un dossier de désistement de responsabilité pour motif de contrainte et rupture de l'engagement moral. Il a imprimé plusieurs formulaires. Vous devez attester sur l'honneur que vous avez été forcé moralement à signer, et que les emprunteurs principaux ont rompu tout contact, rendant la caution caduque. Mon cœur battait à tout rompre. J'ai pris le stylo. La voix de mon père m'est revenue. Fais-le pour moi, ma chérie. Ma main a tremblé.
Une seconde. Puis j'ai pensé au bruit du gâteau s'écrasant sur le sol. J'ai pensé au cœur rouge de Solange. Mon stylo a glissé sur le papier. J'ai signé. Mon nom, net et précis. C'est fait, ai-je dit. Bien, a dit Monsieur Roche. La banque va maintenant les contacter pour les informer que leur caution a sauté. Ils auront 30 jours pour refinancer les prêts à leur nom, ou les biens seront saisis. Je suis sorti de la banque. Le soleil de Lyon m'a ébloui. J'étais libre. Mais je ne savais pas que, dans leur désespoir, ils avaient déjà pris un train. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? La journée s'est passée dans un brouillard. Je suis allé travailler, j'ai géré mes dossiers d'expédition, mais mon esprit était ailleurs. J'attendais. Je suis rentré chez moi vers 20 heures. J'ai fermé la porte à double tour. J'ai mis la chaîne de sécurité. Mon appartement était mon sanctuaire. À 21 heures, la pluie a commencé à tomber sur Lyon. Une pluie drue, froide. Je m'étais fait une tisane, j'étais en pyjama, j'essayais de lire un livre. Mon cœur était encore serré par l'adrénaline de la journée. Et puis, je l'ai entendu. Pas une sonnette. Pas un toc-toc poli. Boum. 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 Quelqu'un frappait à ma porte. Avec ses poings. De toutes ses forces. J'ai sursauté si fort que j'ai renversé ma tisane. Boum. 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 Aurore. J'ai reconnu la voix. Ma mère. Mon sang s'est glacé. Elles étaient là. À Lyon. Devant ma porte. Comment avait-elle trouvé mon adresse? Mon nom était sur la boîte aux lettres. Elles avaient dû prendre le premier TGV de Brest. Aurore. Ouvre cette porte. Je sais que tu es là. Espèce de lâche. Ouvre. La voix d'Edith était rauque, folle de rage. Je suis restée paralysée, au milieu de mon salon. Mon cœur cognait si fort que je l'entendais dans mes oreilles. Boum. 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 Ouvre ou je défonce la porte. J'ai rampé jusqu'à l'interphone vidéo. J'ai appuyé sur le bouton. L'écran noir et blanc s'est allumé. Et je les ai vus. Ma mère, Edith. Ma sœur, Solange. Méconnaissables. Leurs cheveux étaient plaqués sur leur visage par la pluie. Leurs yeux étaient fous. Elles ressemblaient à deux furies, deux créatures de cauchemar. Mon premier instinct. Mon instinct de « gentille fille », conditionné depuis l'enfance. C'était d'ouvrir. Ouvrir pour arrêter le bruit. Ouvrir pour qu'elles arrêtent de crier. Ouvrir pour que les voisins n'entendent pas. M'excuser, même si je n'avais rien fait. Je suis sûre que vous connaissez cet instinct. Cette envie de calmer la tempête, même si vous devez vous noyer pour le faire. J'ai posé ma main sur le verrou de la porte. Elle tremblait. Et puis Solange a crié. La banque a appelé papa. Ils vont saisir la maison. Et ma voiture. C'est de ta faute. De ta faute. Elle a donné un coup de pied si violent dans la porte que j'ai crié de peur. Le bois a vibré. Non. C'était mon sanctuaire. C'était chez moi. Elle n'avait pas le droit. J'ai reculé de la porte. Mon dos a heurté le mur. Que pouvais-je faire? J'étais seule. Elles étaient deux, et elles étaient hors de contrôle. Le son de leurs poings frappant le bois était assourdissant. Elles n'allaient pas s'arrêter. Je l'ai compris à cet instant. Ce n'était plus une dispute familiale. C'était une attaque. Aurore. Sale petite peste. Tu vas payer pour ça. Les insultes fusaient dans le couloir, résonnant dans tout l'immeuble. J'entendais des portes s'ouvrir chez mes voisins. Je me suis laissé glisser le long du mur. J'ai ramené mes genoux contre ma poitrine. Et j'ai pleuré. Pas de tristesse. De terreur pure. J'étais prisonnière dans mon propre appartement. La voix de ma mère encore, tu nous as tout pris.
Tu as tout détruit. Elles n'essayaient plus de me faire ouvrir. Elles essayaient d'enfoncer la porte. J'ai sorti mon téléphone de ma poche de pyjama. Mes doigts tremblaient si fort que j'ai dû m'y reprendre à 3 fois pour le déverrouiller. J'ai composé le 17. Police secours, bonsoir. Ma voix était un murmure étranglé. Je ne voulais pas qu'elle m'entende. Allô? S'il vous plaît. Il y a des gens, ils essaient de défoncer la porte de mon appartement. Votre adresse, madame? J'ai donné mon adresse, rue, à la Croix-Rousse. Ils sont combien? Ils sont armés? Je crois qu'elles sont 2. 2 femmes. Je ne sais pas si elles sont armées, mais elles sont folles de rage. J'ai peur. S'il vous plaît, dépêchez-vous. Vous les connaissez, madame? Le silence. La question fatidique. J'ai fermé les yeux. J'ai senti une larme rouler sur ma tempe. Oui, ai-je soufflé. C'est ma mère. Et ma sœur. L'opérateur n'a pas bronché. D'accord, madame. Une patrouille est en route. Ne leur ouvrez surtout pas, rester loin de la porte. Je reste en ligne avec vous. J'ai écouté le son de la voix calme de l'opérateur dans mon oreille, et le son des coups et des hurlements de l'autre côté de la porte. Ma vie était un cauchemar. 5 minutes plus tard. 5 minutes qui m'ont paru 5 heures. J'ai entendu de nouvelles voix dans le couloir. Des voix d'hommes. Police nationale. Mesdames, reculez-vous de cette porte, s'il vous plaît. Les coups se sont arrêtés. J'ai entendu ma mère, essayant de jouer la victime. Mais monsieur l'agent, c'est notre fille. Elle est malade. Elle ne veut pas nous ouvrir. La voix du policier était ferme. Madame, elle vous a demandé de partir. Vous êtes en train de causer un trouble à l'ordre public. Soit vous quittez cet immeuble immédiatement, soit nous vous embarquons pour tapage et tentative d'effraction. Silence. Je me suis traîné jusqu'au Judas. J'ai vu 2 policiers, massifs, qui faisaient face à ma mère et à ma sœur. Solange pleurait, de vraies larmes de rage cette fois. Ma mère me regardait. Elle ne regardait pas le policier. Elle regardait le Judas. Elle savait que j'étais là. Son regard était rempli d'une haine si pure, si froide, que j'ai reculé d'un pas. Elles sont parties, escortées par les policiers. Je suis restée assise par terre, tremblant de tous mes membres. J'avais appelé la police contre ma propre mère. Le dernier lien, le tout dernier, venait de brûler dans les flammes de leur fureur. Mais je savais que ce n'était pas fini. La violence physique avait échoué. Ma mère allait passer à l'étape suivante, la destruction de ma réputation. Je n'ai pas dormi de la nuit. J'étais assise sur mon canapé, une couverture enroulée autour de moi, sursautant au moindre bruit dans le couloir. À 8 heures du matin, mon téléphone a vibré. Ce n'était pas un appel. C'était un message de Léa, ma meilleure amie ici à Lyon. Aurore, qu'est-ce qui se passe? N'ouvre pas Facebook. Appelle-moi. Trop tard. Mon cœur s'emballant, j'ai ouvert l'application. Et je l'ai vu. Ma mère, Edith, avait publié un long, très long message. Il était accompagné d'une vieille photo de famille, prise à un Noël. Une photo où elle me serrait dans ses bras, l'image parfaite de la mère aimante. Le texte commençait. C'est avec un cœur brisé de mère que je dois écrire ces lignes. Ma fille, Aurore, celle pour qui j'ai tout sacrifié, traverse une terrible crise. Aveuglée par la jalousie envers sa sœur Solange et par l'orgueil que lui donne son argent de lion, elle a décidé de nous détruire. Je sentais la nausée monter. Elle continuait. Elle a menti à notre banque, raconté des horreurs sur nous, et tente de faire saisir notre maison. La maison où elle a grandi. Elle veut mettre son père, malade de la tension à cause d'elle, et sa sœur, mère célibataire, à la rue. Tout cela parce qu'elle n'a pas supporté une petite blague lors de sa fête. Elle avait osé. Elle avait parlé du gâteau comme d'une petite blague. Le pire, c'était les commentaires. Des dizaines de commentaires. Tous les anciens voisins de Brest, les tantes éloignées, les amis de la famille. Pauvre Edith.
Quel courage! Je l'ai toujours trouvée froide, cette petite. L'argent lui est monté à la tête. Solange est une si bonne mère. Aurore devrait avoir honte. Ingrate. C'est le mot. Une ingrate. C'était une exécution publique. Elle me dépeignait comme une folle, une jalouse, une enfant gâtée et cruelle. J'étais salie, humiliée devant des centaines de personnes. Mes doigts tremblaient. Je voulais répondre. Je voulais hurler la vérité. Je voulais scanner mes relevés de banque et les posters. Je voulais raconter l'histoire du vin, les insultes, le cœur rouge. J'allais taper une réponse, quand mon téléphone a sonné. C'était Léa. Ne réponds rien, m'a-t-elle dit, sa voix furieuse. N'écris pas un mot. Tu ne peux pas gagner contre ça. Mais Léa, ils mentent. Je sais. Et moi aussi je sais. Laisse-moi faire. Avant que je puisse protester, elle a raccroché. 10 minutes plus tard, une notification. Léa avait commenté la publication de ma mère. C'est drôle, Edith, vous oubliez de préciser dans votre chagrin qu'Aurore vous verse 800 € par mois depuis 3 ans pour payer VOS prêt. J'ai vu les relevés. Qui est l'ingrate, ici? Celle qui paie pour tout, ou celle qui la poignarde dans le dos? Le commentaire de Léa a fait l'effet d'une bombe. Une cousine éloignée de Brest, que j'avais toujours aimée, a répondu, oui. 800 €? Léa a raison. Edith, c'est quoi cette histoire? Une autre amie de la famille, je me disais bien que l'histoire d'Aurore, jalouse, ne tenait pas debout. Le vent tournait. Les gens commençaient à poser des questions. Humiliée d'être exposée publiquement, ma mère n'a pas répondu. 2 heures plus tard, la publication avait disparu. Elle l'avait supprimée. La bataille des réseaux sociaux était gagnée, grâce à Léa. Mais la vraie bataille, celle des finances, celle qui déterminerait mon avenir, était toujours entre les mains de Monsieur Roche. Les 2 semaines qui ont suivi ont été les plus longues de ma vie. J'ai changé mes serrures. J'ai bloqué les numéros de ma famille partout. Je vivais dans une bulle de silence et d'anxiété. Avait-il trouvé un moyen de contrer ma demande? Allait-on me forcer à payer jusqu'à la fin de mes jours? La banque allait-elle se ranger de leur côté, celui de la famille? Chaque fois que le facteur passait, mon cœur s'arrêtait. Et puis, un mardi matin, elle est arrivée. Une enveloppe épaisse, en tête de la banque. Mes mains tremblaient si fort que j'ai à peine réussi à l'ouvrir. J'avais peur. Peur que ce soit une convocation au tribunal. Peur que Monsieur Roche me dise qu'il ne pouvait rien faire. J'ai sorti la lettre. C'était court. Chère Madame Aurore, nom de famille. Suite à votre demande de désistement de responsabilité et après examen approfondi de votre dossier, référence, incluant les preuves de paiement et la correspondance fournie, notre service juridique a statué. Nous vous confirmons par la présente que vous êtes entièrement et légalement libéré de toute responsabilité financière concernant le prêt immobilier numéro, le prêt automobile numéro. Les emprunteurs principaux, M et Madame Gérard et Edith, nom de famille, et Mademoiselle Solange, nom de famille, ont été notifiés de cette décision et devront présenter de nouvelles garanties ou refinancer leur prêt sous 30 jours, faute de quoi les procédures de saisie seront enclenchées. Vous n'êtes plus, à compter de ce jour, redevable d'aucune somme concernant ces dossiers. Veuillez agréer, Madame, nos salutations distinguées. Monsieur Roche, directeur d'agence. J'ai lu la lettre. 1 fois. Je l'ai relue. 2 fois. Entièrement et légalement libéré. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je me suis assise sur le sol de mon entrée. Et j'ai respiré. J'ai eu l'impression de prendre ma première vraie bouffée d'air depuis des années. Un poids. Un poids énorme que je portais sur mes épaules depuis si longtemps que j'avais oublié ce que c'était de vivre sans, venait de disparaître. Je suis restée là, sur le carrelage froid, pendant peut-être 1 heure. Juste à respirer. Puis, je me suis levée. Je suis allée à mon bureau. J'ai allumé mon ordinateur. J'ai ouvert mon fichier Excel. Mon budget. Ligne, soutien prêt immobilier papa, maman,
350 €. J'ai cliqué sur la ligne. J'ai appuyé sur la touche « Supprimer ». La ligne a disparu. Ligne « Remboursement SUV Solange, 450 €. J'ai cliqué. Supprimer. La ligne a disparu. Mon budget mensuel venait de gagner 800 €. J'ai créé une nouvelle ligne. Une nouvelle catégorie. Je l'ai appelée « Mon fonds avenir ». J'y ai entré le chiffre, plus 800 €. Cet argent, ce n'était pas seulement de l'argent. C'était ma liberté. C'était ma vie. C'était la preuve que j'avais gagné. La paix s'est installée. Une paix profonde, réelle. Une paix qui a duré exactement 1 an. 1 an a passé. 12 mois de silence. 12 mois de paix. Ma vie à Lyon s'est épanouie. J'ai été promu chef de projet chez mon employeur. J'ai commencé à mettre de l'argent de côté, mon fonds avenir grossissait. J'ai voyagé un peu, en Italie, en Espagne. Avec Léa, mon amie, mon rock, nous avons fait des randonnées. J'ai appris à rire à nouveau. Un rire léger, qui ne craignait pas d'être jugé. Je ne pensais presque plus à eux. Parfois, une vague de tristesse me prenait, en voyant une mère et sa fille rire dans un café. Mais la douleur s'était estompée, remplacée par une cicatrice propre. Et puis, un soir, alors que je préparais mon dîner, mon téléphone a vibré. Un message. D'un numéro que je ne connaissais pas. J'ai ouvert. 6 mots. Je suis désolée pour tout. Pas de nom. Mais je savais. C'était Solange. Mon cœur s'est emballé. La vieille machine à espoir, celle que je croyais morte et enterrée, s'est remise à tousser. Est-ce qu'elle était sincère? Est-ce qu'elle avait changé? Est-ce qu'elle avait fini par comprendre? J'ai regardé le message. Je suis désolée pour tout. C'était vague. Tout? Le gâteau? Le cœur rouge? Les insultes? Les années de mépris? Où était-ce juste? Je suis désolée que ma vie soit nulle depuis que tu ne paies plus pour ma voiture? Avait-elle perdu la 3008? Mes parents avaient-ils perdu la maison? Je ne savais pas. Et j'ai réalisé quelque chose. Je n'avais pas besoin de savoir. Mon doigt a plané au-dessus du clavier. L'ancienne Aurore aurait répondu. L'ancienne Aurore aurait ouvert la porte, juste un petit peu, avide de réconciliation, prête à être blessée à nouveau. Mais je n'étais plus l'ancienne Aurore. J'ai compris ce qu'était le véritable pardon. Le pardon, ce n'est pas d'excuser leur comportement. Le pardon, ce n'est pas de leur donner une autre chance de vous détruire. Le pardon, ce n'est même pas pour eux. Le pardon, c'est pour soi. C'est accepter que les gens qui étaient censés vous aimer le plus, étaient incapables de le faire. C'est lâcher la colère. C'est accepter la perte, et continuer à vivre. Le pardon, c'est de réaliser qu'ils n'ont plus aucun pouvoir sur vous. J'ai souri. Un petit sourire triste, mais libre. J'ai appuyé sur « Supprimer ». Je n'ai pas répondu. J'ai choisi ma paix. J'ai verrouillé la porte, doucement, et je suis parti. C'est ma victoire. Et vous? Merci d'avoir écouté mon histoire. Je sais qu'elle est longue, mais la douleur et la guérison le sont aussi. Avez-vous déjà dû choisir entre votre famille et votre santé mentale? Entre le sang et votre propre survie? Partagez vos histoires, vos sentiments, dans les commentaires. Vous n'êtes pas seul. Et n'oubliez pas de prendre soin de vous.